Salut à tous, c'est The Dargonium. Je vous présente une rediffusion de plusieurs vidéos datant du milieu des années 2010, réalisées par Aboudner TV, une chaîne YouTube ayant aujourd'hui disparu. Dans celle-ci, il contre-argumente des thèses révisionnistes, c'est-à-dire des thèses qui remettent en question l'existence des chambres à gaz homicides dans les camps nazis durant la Seconde Guerre mondiale. En France, ces thèses tombent sous le coup de la loi Guesso. C'est pour ça que je vous demanderai de faire très attention à ce que vous dites dans l'espace commentaire. Pour tous ceux qui voudraient quand même débattre de ce sujet sensible, merci de ne pas le faire ici, mais de plutôt me contacter en privé. Bon visionnage. Bonjour, dans cette vidéo, nous nous intéresserons à une série d'arguments négationnistes concernant l'évacuation du gaz de la chambre après l'opération. Selon les négationnistes, ces différents arguments justifieraient l'impossibilité d'évacuation du gaz et le Sonderkommando n'aurait pas pu pénétrer dans le local pour effectuer sa tâche sous peine d'être empoisonné immédiatement à son tour. L'acide cyanhydrique ou prussique, HCN, employé à l'empoisonnement d'hommes enfermés dans les chambres à gaz, est un poison des plus violents. 0,12 mg de cet acide dans 1 litre d'air est suffisant pour asphyxier un homme. Nous sommes donc en présence d'une substance très dangereuse. Par conséquent, il va falloir ventiler tout le gaz après la mort des victimes. C'est impératif, et si l'on n'y parvient pas, alors adieu les gazages en masse avec du zik tombé. Car dès le premier essai, on verra les personnes chargées d'extraire les cadavres tomber très rapidement, victimes de graves malaises entraînant la mort. Dès lors, non seulement le local ne sera pas vidé, mais d'autres cadavres viendront s'ajouter. Il convient alors de s'intéresser au matériel dont disposaient les SS. Pour commencer, la chambre à gaz était dotée de bouches d'aération et de désaération, comme nous l'apprend l'étude du plan en coupe de ce local. Elle se terminait, côté chambre à gaz, par de petites ouvertures munies de grilles en fer blanc, situées à l'extrémité en haut des murs latéraux et d'autres en bas, protégées comme par des muselières en fer. Nous voyons sur ce plan en coupe les conduites principales de ventilation, aération en haut et désaération en bas. Le témoignage d'Henrik Tauber nous apprend que ces conduites desservaient plusieurs bouches à air, probablement semblables à celle-ci. Le fait qu'il existe plusieurs de ces bouches à air, on peut le supposer uniformément réparties, montre qu'il était prévu de pouvoir aérer et désaérer rapidement cette salle, longue de 30 mètres. Par ailleurs, la ventilation de la Leichenkeller 1 était capable d'extraire 8000 m3 d'air par heure. Elle était motorisée par un très puissant moteur électrique de 3,5 chevaux, ce qui représente plus de 2500 watts, comparé avec les 50 watts d'une VMC domestique actuelle ou les 150 watts d'une hotte de cuisine. La chambre à gaz représentait un volume vide de 504 m3. Le système de ventilation pouvait donc extraire cet air en moins de 5 minutes. Or, les témoignages nous l'apprennent, l'appareil de ventilation était mis en marche pendant 20 minutes avant que le commando ne commence son travail. Une demi-heure après l'envoi du gaz, on ouvrait la porte et on mettait en marche l'appareil d'aération. On commençait immédiatement à mettre dehors les cadavres. On attend que le ventilateur aspire le gaz et ensuite, le commando de crématoire ouvre les portes de la salle des morgues. Un Allemand venait vérifier que tout le monde était bien mort en regardant à travers un judas placé sur la porte épaisse. De l'intérieur, il était protégé par des barres en fer pour éviter que les victimes ne tentent de briser le verre. Quand il était sûr que tout le monde était bien mort, il ouvrait la porte et repartait aussitôt, après avoir mis la ventilation en marche. Pendant 20 minutes, on entendait un vrombrissement énorme, comme une machine aspirant l'air. Puis finalement, on pouvait entrer et commencer à extraire les cadavres de la chambre à gaz. Également, des témoignages parlent de masques à gaz. On peut citer Miklos Nisli, Slama Dragon, mais aussi Henrik Tauber, qui disait « Bien qu'on mit en marche la ventilation dès l'ouverture de la chambre, une fois à l'intérieur de la chambre, nous portions des masques à gaz pendant les premiers moments où nous entrions pour sortir les cadavres. » Ce témoignage montre toutefois que le masque n'était porté que dans les premiers moments de l'évacuation de la chambre. Nous reviendrons dans une vidéo ultérieure sur le problème du masque à gaz. On peut donc conclure, à l'examen de ces éléments, infrastructures et équipements, qu'il était possible de renouveler plusieurs fois l'air de la pièce, et qu'il ne restait ainsi que très peu de gaz à l'état de trace dans des recoins ou bien fixés par l'humidité. Malgré cela, les négationnistes disent qu'il était impossible de se rendre sans masque à gaz dans la chambre pour en évacuer les corps, sans s'intoxiquer immédiatement. Pour cela, ils opposent des arguments que nous allons examiner. Pour beaucoup de personnes, on ventile mécaniquement un local en y installant une machine qui va aspirer l'air et le rejeter au dehors. Ils oublient ce qui suit. Si j'extrais l'air d'une pièce close, je vais créer un vide relatif à l'intérieur.
En conséquence, de l'air extérieur va rentrer par tous les orifices disponibles. Dans une pièce banale, ces orifices sont constitués par les trous de serrure, les espaces entre les portes et le sol, les jours au niveau des fenêtres. Mais si la pièce est hermétiquement close, ce qui est le cas d'une chambre à gaz, alors le seul orifice disponible est précisément le conduit de désaération qui donne sur l'extérieur. Au niveau de ce conduit, 2 courants d'air vont naître, l'un sortant, l'autre entrant. D'où le fait que, rapidement, l'extracteur fonctionnera à vide. Il aspirera l'air qui vient juste d'entrer pour le rejeter dehors, voir schéma. Ainsi va se créer un courant circulaire qui empêchera la ventilation du local. En examinant ce plan, il s'avère qu'il existait un circuit d'extraction d'air vicié, mais également un circuit d'injection d'air pur. Le problème de renouvellement de l'air aspiré ne se posait donc pas. Mais admettons que pour des raisons techniques, l'injection d'air n'ait pu se faire. Il y a un fait très important à prendre en compte. C'est que la porte de la chambre à gaz était ouverte pendant l'aération, comme nous l'apprennent ces 2 témoignages déjà vus par ailleurs. Quand il était sûr que tout le monde était bien mort, il ouvrait la porte et repartit aussitôt, après avoir mis la ventilation en marche. Bien qu'on mit en marche la ventilation dès l'ouverture de la chambre, une fois à l'intérieur de la chambre, nous portions des masques à gaz pendant les premiers moments où nous entrions pour sortir les cadavres. L'air était donc facilement renouvelé depuis l'extérieur, à travers la porte de la chambre à gaz, qui d'ailleurs laissait entrer bien plus d'air qu'un trou de serrure ou un espace entre une porte fermée et le sol. L'argument cité n'a donc aucun lieu de s'appliquer ici. Ajoutons que 8000 m3 par heure auraient dû rentrer, ce qui aurait de plus assuré un courant d'air suffisant pour empêcher de l'acide cyanhydrique de sortir par cette porte et de polluer le reste du bâtiment. On s'aperçoit que l'air vicié était aspiré par le bas, alors que l'air sain provenait d'en haut. Or, un tas de cadavres aurait obstrué les bouches du bas, ce qui aurait rendu quasiment impossible toute ventilation. Selon Vincent Renoir, les corps auraient constitué un bouchon efficace des bouches d'extraction d'air. Cela pouvait être vrai, sauf qu'il existait des grilles placées devant ces bouches pour éviter cela, comme nous l'apprend le témoignage suivant. Elle se terminait, côté chambre à gaz, par de petites ouvertures munies de grilles en fer blanc, situées à l'extrémité en haut des murs latéraux et d'autres en bas, protégées comme par des muselières en fer. Du gaz fixé sur les surfaces. Ce dernier phénomène a 2 causes. L'éventuelle présence de vapeur d'eau condensée sur les parois. Si le gaz est soluble dans l'eau, ce qui est le cas de l'acide cyanhydrique, il va se dissoudre dans la fine couche de condensation. L'adhérence naturelle du gaz qui est due à des forces importantes existant à l'échelle moléculaire, les forces de London-Van der Waals. À noter qu'effectivement la molécule acide cyanhydrique est polaire, et c'est justement parce qu'elle est polaire qu'elle est fortement soluble et sera hydratée et prisonnière des molécules d'eau, qui sont polaires également. Cet argument est facile à contredire. En effet, comme je l'ai montré dans une précédente vidéo, et comme nous le montre l'examen des propriétés physiques de ce gaz, il est très soluble dans l'eau. Une fois fixé à une paroi humide, donc dissous, il ne peut pas s'en échapper sans mettre en place un autre procédé chimique complexe. En conclusion, les arguments évoqués par les négationnistes pour justifier du fait que le dégazage de la chambre aurait été impossible ne résistent pas à l'analyse. Toutefois, il en reste un dernier, qui constitue le socle sur lequel repose l'argumentation technique de Vincent Renoir. Du gaz serait resté coincé entre les corps, qui auraient empoisonné les hommes d'air commando venus les évacuer. Pour commencer, il faut se demander quelle serait la concentration de gaz résiduel acceptable pour effectuer cette tâche avec le minimum de risque. Vincent Renoir en parle dans une de ses vidéos. L'acide cyanhydrique ou prussique, HCN, employé à l'empoisonnement d'hommes enfermés dans les chambres à gaz, est un poison des plus violents. 0,12 mg de cet acide dans 1 litre d'air est suffisant pour asphyxier un homme. Nous sommes donc en présence d'une substance très dangereuse. Par conséquent, il va falloir ventiler tout le gaz après la mort des victimes. C'est impératif, et si l'on n'y parvient pas, alors adieu les gazages en masse avec du Zyklon B. Car dès le premier essai, on verra les personnes chargées d'extraire les cadavres tomber très rapidement, victimes de graves malaises entraînant la mort. Dès lors, non seulement le local ne sera pas vidé, mais d'autres cadavres viendront s'ajouter. Il faudrait donc éliminer tout le gaz. Cela dit, dans son site phgnm.org, il donne une tolérance se basant sur les normes de l'INERIS. On en déduit que les membres des Onders Commando auraient travaillé dans la presse et sans masque à gaz, puisqu'ils pouvaient manger. Plusieurs dessins du témoin David Oller confirment cette absence de port de masque à gaz. Or, la toxicité de l'acide cyanhydrique est telle que le service du répertoire toxicologique indique clairement «
Porter un appareil de protection respiratoire si la concentration dans le milieu de travail est supérieure à la valeur plafond 10 ppm ou 11 mg par mètre cube. On peut déjà noter l'anachronisme. Vincent Renoir se sert de normes modernes de la législation du travail pour évaluer les exigences pour le travail de forçat, voué de toute façon à une mort plus ou moins rapide, d'abord parce que juif, et surtout parce que témoin direct de l'extermination. Néanmoins, réexaminons les taux de l'INERIS. On constate qu'un taux de 50 ppm est parfaitement supportable pour une exposition d'une demi-heure à 1 heure, ce qui correspond davantage au travail des ondeurs commando devant faire des allées-venues entre la chambre et le monte-charge. Mais revenons au sujet du jour avec un autre extrait de vidéo de Vincent Renoir. Mais à Birkenau, un autre problème se posait. Les cavités formées par l'amoncellement désordonné des cadavres. Elles allaient devenir autant de pièges dans lesquels du gaz allait être tenu prisonnier. Or, une ventilation mécanique, si elle peut évacuer le gaz resté au-dessus des corps, ne permettra pas de se débarrasser des vapeurs toxiques piégées entre les victimes. Et cela même si elles durent des heures et des heures. Par conséquent, au moment de retirer les corps, du poison s'échappera, qui rendra le travail impossible. Vincent Renoir prétend donc qu'en évacuant les corps, des poches de gaz résiduelles se seraient dégagées et auraient empoisonné les ondeurs commando. Son raisonnement repose donc sur 3 affirmations nécessaires. Du gaz serait resté coincé emprisonnant entre les corps. C'est un postulat. Et ce, en quantité suffisante pour empoisonner les ondeurs commando venus dégager les corps. Tout le gaz est libéré dès que l'on commence à bouger les corps. Si l'une de ces 3 affirmations n'est pas prouvée, alors tout le raisonnement s'écroule. Admettons les 2 premières hypothèses provisoirement pour nous pencher sur la 3e. La 3e hypothèse dit, soit 115 m3 d'air vicié qui va se dégager dès que les membres du sondeur commando vont manipuler les corps. Dès que cette hypothèse de 115 m3 d'air vicié à libérer s'applique à l'ensemble de l'opération, qui durait plusieurs heures. En effet, que se passe-t-il? Admettons qu'il existe 115 m3 d'air à 870 mg par mètre cube d'acide cyanhydrique dû aux 2500 corps entassés. La levée d'un corps va entraîner la libération de 0,046 m3 d'air contaminé à 870 mg par mètre cube, soit 40 mg d'acide cyanhydrique pur. On peut alors constater dans l'immédiat que ces 40 mg vont se libérer dans un volume de près d'1 m3 au minimum, ce qui représentera une concentration de 40 mg par mètre cube, soit 36 ppm. Le sondeur commando sera donc exposé fugitivement à une concentration de 36 ppm, ce qui ne représente aucun danger immédiat. Puis ce gaz va se diluer dans le reste de la chambre, soit non pas 355 m3, mais 355 m3 plus 0,050 m3, correspondant au volume du corps retiré. Et ainsi, de corps en corps, les gaz libérés vont se diluer dans un volume de plus en plus grand. Certes, il y aura au fur et à mesure une accumulation de gaz. Donc, que va-t-il se passer? De corps en corps, la concentration en acide cyanhydrique va augmenter progressivement. On arrive ici à un taux mortel en une demi-heure ou moins. Mais notez que près de 1700 cadavres auront été retirés, soit des allées et venues pendant plusieurs heures, avec un va-et-vient incessant des ondeurs commando, provoquant par leur déplacement, leur entrée et sortie de la salle, des courants d'air et donc des échanges entre l'air sain du couloir et l'air pollué de la chambre. Ce faisant, il est fort probable que ce taux de 135 ppm ne soit pas atteint à ce moment-là. On constate ici que le taux rapidement mortel de 180 ppm ne serait atteint, en négligeant les échanges d'air provoqués par les déplacements des ondeurs commando, que vers la fin, avec une chambre presque totalement vidée. Ce n'est donc pas dès le début de la manœuvre que ces 115 m3 d'air vicié à 870 mg par mètre cube auraient été libérés. On se demande d'ailleurs comment de l'air pollué ayant résisté à une aspiration de 2500 watts se libérerait instantanément dès la levée du premier corps. Donc, cette hypothèse de libération immédiate de 115 m3 d'air vicié est fausse. Cet air est libéré progressivement, et le taux d'acide cyanhydrique augmentera progressivement. Notons que dans cette simulation, il deviendra gênant en fin d'évacuation. Mais pour cette dernière, j'ai tenu provisoirement pour valables les premières hypothèses de Vincent Renoir. Il est temps de les examiner de près pour en vérifier la validité. Ces hypothèses sont que des gaz auraient été retenus prisonniers entre les corps, et en quantité suffisante pour empoisonner les membres du sondeur commando. Voyons d'abord le problème du volume de gaz. La maquette que l'on peut voir au musée d'Auschwitz
et le dessin déjà reproduit de David Holler montre cet entassement humain pendant ou à la fin du processus de gazage. La foule qui apparaît sur la maquette, avec des morts et des gens dans diverses positions, semble haute de 1,20 m. Elle atteint la moitié environ d'une prétendue colonne d'introduction du gaz, haute de 1,40 m d'après les plans. David Holler, pour sa part, montre des cadavres sur une hauteur de 1,50 m environ, mais on n'en voit qu'une très petite partie, celle qui est devant la porte. Je prendrai donc pour référence la maquette. Sachant que la surface disponible de la chambre à gaz était d'environ 200 m², la hauteur d'un tas haut de 1,20 m remplit dans cette pièce un volume de 240 m3. 5 corps entassés occupant un volume d'environ 0,5 m3, un tas de 240 m3 représente 2400 corps. Supposons que les corps dégazés aient pesé 50 kg en moyenne, cela représente un volume moyen de 50 litres, soit 0,05 m3. 2500 victimes dans la chambre à gaz occupent donc un volume de 2500 x 0,05, 125 m3. Or, nous avons déjà vu que, d'après la maquette exposée au musée d'Auschwitz, les victimes occupaient un volume de 240 m3. La différence entre ces deux valeurs vient des espaces entre les corps, puisque l'entassement n'était pas parfait, mais au contraire très désordonné. Cela représente 240 moins 125, 115 m3. Déjà, Vincent Renoir pose l'axiome que 5 corps entassés occupent un volume de 0,5 m3 en se basant sur ce dessin. Notez l'absence totale d'échelle et l'estimation à la louche, mais soit. Puis il en déduit que 2500 corps auraient occupé réellement 250 m3, ce qui est cohérent avec une estimation effectuée sur la maquette, sur laquelle le volume occupé serait de 240 m3. Il garde donc ce chiffre de 240 m3, et comme un corps représente en moyenne 0,05 m3, la différence entre le volume du tas de cadavres et la somme des volumes de chaque corps est donc 215 m3. Tout cela semble logique. Mais pour que sa démonstration soit valable, ces 115 m3 ne doivent avoir aucun contact avec l'extérieur du tas et être totalement occlus. En effet, une communication entre une poche de gaz située entre deux corps et le reste du volume de la chambre à gaz ne doit pas être comptabilisée. De même, le gaz situé sur le dessus du tas ne doit pas être comptabilisé non plus, ce que Vincent Renoir fait pourtant. On fait marcher alors la ventilation. C'est comme si l'action de la ventilation s'arrêtait à la lisière des corps, que l'acide cyanhydrique stagne au niveau des corps, comme si ce gaz était plus lourd que l'air alors qu'il est plus léger. Or c'est le contraire. Par exemple, le gaz situé sur le haut de la pile va pouvoir s'en dégager, de même que du gaz tenu dans les cavités communiquant avec le reste de la pièce. Je rappelle que la ventilation de ce local se faisait par le bas. Les négationnistes opposent le fait que les corps auraient bouché les conduites de désaération. Or, il existait, comme le témoignage de Heinrich Tauber nous l'a déjà appris, des protections devant ces bouches. Elles étaient comme des muselières en fer. On peut donc imaginer des protections hémisphériques. En coupe, cela donnerait ceci. On voit bien que pour s'évacuer, le gaz doit se faufiler entre les corps. Un tas de corps ne représente donc pas un obstacle insurmontable. Il peut y avoir dans un enchevêtrement de corps des chemins disponibles. On peut donc rejeter cette hypothèse 115 m3 d'air vicié retenu entre les corps. Il est possible que du gaz ait effectivement été retenu entre les corps, mais il est très exagéré de considérer que c'est tout le gaz situé à hauteur des corps qui ait été retenu. Maintenant, quelle serait la concentration d'acide cyanhydrique de ce gaz occlus ? Vincent Renoir se livre alors à un calcul qu'il expose sur son site phgn1.org. Et il en conclut que l'air en fin de gazage est contaminé à 870 mg par mètre cube de gaz cyanhydrique. Il reprend cette valeur pour la teneur d'acide cyanhydrique du gaz éventuellement occlus. La conclusion est la suivante. Quel que soit le scénario envisagé, on trouve que la concentration en acide cyanhydrique dans l'air du local à la fin du gazage était supérieure à 870 mg par mètre cube. Comment supérieure ? D'une phrase à l'autre, on passe de égal à supérieur à ? Ce calcul part donc du principe que la teneur résiduelle d'acide cyanhydrique de l'air de la chambre est également la teneur d'acide cyanhydrique du gaz occlus. Pour cela, il faudrait donc que la ventilation ait été sans aucun effet sur toutes ces poches de gaz, qui devaient donc être parfaitement hermétiques. Or, on a vu précédemment que la désaération par le bas impliquait une possible circulation d'air entre les corps. Il est donc exclu que toutes les éventuelles poches de gaz aient pu être hermétiques au point de retenir tout l'acide cyanhydrique qu'elles contenaient. Mais à admettre la possibilité de gaz coincé entre les corps. Il est donc exclu que ce furent 115 m3 d'air contaminé à 870 mg par mètre cube d'acide cyanhydrique qui soient restés prisonniers du tas de cadavres. Le volume total ainsi que la concentration moyenne de ces poches étaient inférieurs. Mais même à considérer ces hypothèses, au mieux exagérées et au pire absurdes, l'évacuation de la chambre
n'aurait posé problème qu'après l'évacuation de nombreux corps, et à condition de négliger l'aération naturelle due à la porte constamment ouverte et au courant d'air provoqué par les allées et venues des ondes d'air commando. Or, comme je viens de le montrer, l'hypothèse de départ ne correspond pas à la réalité possible. Donc, les taux d'acide cyanhydrique atteints étaient très en dessous de ma précédente simulation. Mais le postulat de départ, l'existence même de ces poches de gaz, peut être lui aussi discutée. Des corps entrelacés ne représentent pas a priori des contenants étanches, de nature à emprisonner un gaz, qui plus est un gaz plus léger que l'air, et qui plus est au point de résister à une puissante ventilation. Pour former une cloison étanche, des parties de corps doivent être très serrées les unes contre les autres, laissant donc peu de place pour emprisonner un gaz au point qu'il ne puisse, pendant les 20 minutes d'aération, ressortir ni vers le haut, ni le bas, ni à droite, ni à gauche. Les chambres à gaz d'épouillage n'étaient pas vides non plus. Elles étaient remplies de vêtements à désinfecter. Néanmoins, les systèmes de ventilation fonctionnaient suffisamment bien pour que personne ne se soit empoisonné en soulevant un vêtement, ni en le revêtant. Pourquoi donc des vêtements, avec leurs fibres, leurs replis, voire leurs poches, ne seraient pas de nature à retenir du gaz plus qu'un corps nu? Ainsi, ce postulat n'est jamais prouvé, et est même improbable. Bien sûr, il restait des traces de gaz, notamment dans les recoins. Mais de là à former des poches concentrées et hermétiques, rien ne permet de l'affirmer. La démonstration de Vincent Renoir n'en est donc pas une, puisque ce n'est qu'une spéculation. En conclusion, on peut dire que les hypothèses de départ de Vincent Renoir, 115 m3 d'air vicié à 870 mg par mètre cube d'acide cyanhydrique libéré à la sortie des corps, sont au mieux largement surévaluées et au pire absurdes. Mais même si on admet ces hypothèses de départ, les conditions d'évacuation des corps feront que ce poison gazeux ne se libérera que progressivement et ne représentera jamais un danger mortel pour les membres du Sonderkommando, du fait de l'aération naturelle provoquée par les allées et venues. L'argument des poches de gaz empoisonnées était le socle central de l'argumentaire de Vincent Renoir, supposé montrer l'impossibilité chimique des gazages d'homicides collectifs aux Zyklon B. Même en admettant sans preuve son postulat, et même en prenant une cascade d'hypothèses totalement surévaluées, le résultat contredit totalement l'hypothèse de Vincent Renoir. C'est donc tout l'échafaudage scientifique de Vincent Renoir qui s'écroule. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle aura démystifié un peu plus la fable négationniste.